Je voulais respecter mon vieux mort pour son gourmet. Voilà, moi, il y a eu le trophée. Il en a eu plusieurs. Plusieurs, mais ça comme ça, il y a lui légué le trophée. Mon vieux, voilà ça. Faut faire comme ça. Ouais, c'est bon, faut prendre. Ouais. Alors, si ce mot vous surprend, Gourmet à Abidjan, c'est la définition française, c'est le chagrin. Ouais, le chagrin. Mon vieux, Yako. Ouais, Yako. Quand il était rien comme ça, moi, il passe à moi, Yako. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Mais si toi, si tu as rencontré plusieurs, là, c'est que toi, tu as été négligent à un moment, mon vieux. Moi, là, moi, je suis pas romantique. Si tu vas remporter le trophée, ça là, Gourmet, là, moi, je suis pris dedans. Voilà, mon cher, ma petite. Moi, je ne peux pas voir un mouvement devant moi. Moi, je vais. Et puis, je suis obligé de passer par les fleurs qui. Tiens, je vais ça, je vais. Moi, je suis réaliste. Je ne suis pas romantique. Ah, ouais, non, c'est un exemple. Moi, c'est. Non! Mon cher! Pourtant, l'amour aussi a besoin de couleurs. Mon vieux, l'amour est mystique. Tu ne peux même pas définir ça. À tout euro, là, il t'a bon à tenir calam sans prêt. Moi, je connais ça. L'amour est trop mystique. Moi, ça dépend comment tu vas vers la go pour la draguer. Toi, tu vas aller vers une go, tu n'as pas de. Tiens, m'a pris tes os. Moi, c'est que toi, tu as une lumière mirifiante. Si tu étais une fleur, j'allais te planter devant ma maison. Et chaque matin, j'allais prendre mon sang pour t'arroser. Si tu as dit non, ça va aller. L'amour est trop mystique. Moi, je dis l'amour est trop mystique, on ne va pas définir. Comment dire Abidjan le vieux, respect. Ouais. Bon, mais tu prends les risques, tu casser tes doigts là. Donc, pour dire sérieusement, l'amour, ça s'entretient, il faut l'entretenir. L'amour est trop mystique. Tu ne peux pas passer tout ton temps en train de payer parfum pour donner à goût. Là, ça finit, l'amour finit. Tu as payé chaussini à Banalom, là, elle s'en va. Tu ne peux pas passer ton temps en train de manger foutu, elle va se foutre de toi. Tu ne peux pas passer tout ton temps en train de manger du riz, elle va partir en rien un jour. Donc, moi, faut pas vite avoir confiance. L'amour, là, c'est pas un thème pour moi. Moi, je dis que c'est une discussion que chacun il peut faire. Il faut respecter 4 choses pour avoir beau amour, mon vieux. Il faut avoir là. Il faut savoir mentir, mon vieux. Il faut être utile au lit. Et vous vous souvenez déjà de votre première relation amoureuse? Ça s'est passé où? C'était au collège? Oui, c'était au collège. C'était au collège, j'étais encore au collège. Bon, moi, j'appellerais ça des amourettes, voilà. Donc c'était juste un flirt. Et bon, c'était rien de sérieux en fait. Voilà, donc c'est tout. Bien dit, c'était rien de sérieux. Puis il y a eu, avec la croissance, le développement, l'époque où on commence à mettre un peu plus de conscience dans nos engagements, dans nos relations, vous en avez connu plusieurs qui ont éclaté. Hein. Alors, pour l'émission et vu la pression du temps, ce que nous allons faire, c'est de nous attarder, de mettre notre focus sur les 3 dernières. Les 3 dernières. Enfin, sur les 3 dernières importantes. Voilà. La première, enfin, de ces 3 dernières, la première a démarré en 2000, la deuxième en 2007 et la troisième en 2016. Celle-là, elle était encore beaucoup plus sérieuse. Elle avait failli même aboutir à un mariage. Oui, tout à fait. Et finalement, ça a échoué. Alors, revenons sur la première relation. Dites-nous déjà, comment est-ce que c'est fait la rencontre avec cette fille que vous avez aimée? Oui. Et qu'est-ce qui s'est finalement passé? J'étais en train de prendre un pot avec un ami. Et puis, elle est rentrée. Elle était accompagnée de 2 personnes. Et quand elle s'est installée, bon, elle m'a tout de suite accroché. Quoi. Tout de suite. C'est quoi votre genre de femme? Mon genre de femme, physiquement d'abord. Physiquement, c'est une femme bien roulée, comme on dit. Pardon, on n'a pas entendu? Une femme bien roulée, voilà. Une femme bien roulée. Bien, voilà, physiquement. Mais je pense que ça, c'est pas... Avec des rondeurs, c'est ça? Oui, avec des rondeurs. D'accord, oui. des courbes. Mais okay. Disons que ça, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Moi, je privilégie plus le côté mental, le côté spirituel de la femme. Okay. Dès qu'elle est rentrée, vous avez vu tout ça en même temps? Non, avec elle, ça a été tout de suite ça a été le physique, puisque je la connaissais pas. Et donc, disons qu'en résumé, c'est un peu ça. Moi, je suis plutôt... ce que je recherche chez une femme, c'est ça. Après avoir été charmé par le physique, vous mettez c'est plus surtout le côté sur le charme spirituel, le côté mental. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous de votre vécu avec cette dernière-là, ou cette première-là. Notre vécu, c'était un vécu tout à fait ordinaire. C'était tout à fait ordinaire. On vivait ensemble à Angré. J'habitais à Angré à l'époque. On vivait ensemble et la relation se passait très très bien. Ça se passait très très bien, c'était un quotidien tout à fait ordinaire. Voilà. Et vous avez su la faire rêver?
La faire rêver? Oui. Bon, je sais pas. Je sais pas, je crois pas. Vous ne savez pas faire rêver les femmes? C'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Je sais pas. La faire rêver, bon, je crois pas que je l'ai fait rêver. Je crois pas. Sinon peut-être qu'on serait encore ensemble aujourd'hui. Pourquoi vous êtes séparés donc sur cette relation-là? Il s'est produit quelque chose qui a tout déclenché en fait. En fait, à cette époque, je faisais une rage de dents dans cette période-là. Et en fait, je lui avais confié de l'argent parce qu'on devait organiser une sortie avec d'autres amis. Et finalement, la sortie a été annulée. Ça a été annulé et bon, je lui ai demandé de me restituer l'argent, mais il se trouvait qu'elle avait déjà dépensé. Donc, bon, moi j'en avais besoin pour faire quelque chose. Donc, je regarde d'ailleurs, mais je me suis un peu emporté en fait. Je me suis un peu emporté et puis bon, elle n'a pas supporté que je lui crie dessus et elle a tenté de se suicider. Parce que vous lui avez crié dessus, ou bien votre colère vous a mené à faire d'autres choses? Non, non, je lui ai juste crié dessus, je lui ai juste reproché d'avoir dépensé l'argent sans m'en aviser. Et bon, elle a mal pris ça. Elle a mal pris ça et le comprimé que je prenais pour ma rage de dents, c'est ce qu'elle a avalé. C'était 2 boîtes de médicaments qu'elle a tout ingurgité. Et bon, Dieu merci, le pire a été évité parce que je l'ai tout de suite conduite à l'hôpital. On lui a fait un lavage d'estomac et tout. Et puis bon, le pire a été évité. Oups. Voilà. Mais je pense que ça a été un des éléments déclencheurs, si vous voulez. Je pense que ce qui a vraiment déclenché la rupture, c'est peut-être un problème au niveau de, comment dirais-je, peut-être que j'en suis responsable en fait. J'en suis responsable parce qu'elle me reprochait pas mal de choses quand même. Elle me reprochait beaucoup de choses. J'assume ça, je reconnais effectivement ce qu'elle me reprochait. Notre curiosité nous pousse à vouloir en savoir un peu plus sur ces reproches qu'elle vous faisait. Oui, oui, elle me reprochait surtout de passer beaucoup plus de temps dehors avec mes amis qu'avec elle. Et donc, je crois que c'est un peu ça qui l'a un peu déçu chez moi. Et ceci, ajouté à ce qui s'était passé, ça a commencé à créer un déclin dans la relation. Et puis bon, finalement, un matin, on s'est séparés. Il y a eu une deuxième relation, quitte à savoir si vous aviez précédemment tiré la leçon de la première, une deuxième relation qui disait en bon, tirer les leçons, je ne sais pas, peut-être que j'ai tiré les leçons, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la deuxième relation aussi, c'est... elle a bien démarré, comme la première, elle a bien démarré, tout allait bien. C'était en 2007 Oui, c'était dans les années 2007, je crois, oui. Et donc, tout a bien démarré, c'était normal, c'était cool, et puis... petit à petit, ça, franchement, je ne saurais dire exactement l'élément déclencheur de cette séparation. Au fur et à mesure que le temps passait, ça allait de mal en pis. Et puis, bon, un matin, on s'est séparés. Quand vous dites que ça allait de mal en pis, est-ce qu'on peut avoir des exemples de ces scènes que vous avez vécues qui dénotaient de la dégradation de vos rapports? Dans cette période-là, moi, je bossais. Je bossais dans une entreprise et puis il se trouve que quand je la laissais à la maison le matin en partant, c'était dans l'espoir le soir ou à midi, quand je rentre, de trouver quelque chose à manger. Genre, elle a préparé. Mais le plus souvent, je rentrais, on était rentré dans une période où je rentrais à la maison et puis elle-même, elle n'était pas à la maison. Elle était plutôt dehors avec ses amis, en train de faire la fête, en train de passer du temps avec ses amis. Là c'est l'inverse qui se produit. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je rentre du boulot, j'ai rien à manger. Elle n'a pas préparé, donc je suis obligé d'aller dehors, de sortir, d'aller chercher à manger. Et puis, il arrivait qu'elle rentre tard la nuit. Elle rentre, moi, je suis déjà couché. Et puis, à 2 h du matin, c'est là qu'elle rentre. J'entends la clé dans la serrure et tout. Mais tout ça, je pense que ça a été le résultat. Ça a été le résultat de choses qui se sont peut-être produites avant. Ok, donc je dirais peut-être que, comme je disais tout à l'heure, moi j'en prends l'entière responsabilité aussi parce que je me dis que dans un couple, quand il y a séparation, les 2 parties ont chacune sa part de responsabilité. D'accord. Voilà. Avant d'assumer les responsabilités ou de prendre, comme vous le dites, sur vous la responsabilité de ce qui est arrivé, il faut d'abord faire un état des lieux. Tout à fait. Et une relation est surtout basée sur la richesse de l'échange, en communiquant avec elle, en observant autour. Qu'est-ce que vous avez tiré comme bilan? À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué chez elle cet éloignement progressif, cette sorte de désintéressement par rapport à la relation? C'est parti du fait que, à ce moment-là, je traversais une période un peu difficile, d'accord? Et on vivait, elle et moi, ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé qu'un matin, elle a dit que sa mère voulait me rencontrer.
Donc nous sommes allés rencontrer sa mère. Et elle avait une petite fille à l'époque, ma copine. Elle avait une petite fille à l'époque. Chose que vous saviez? Oui, je le savais. D'accord. Je le savais. Et quand on allait voir la mère de celle-là, de cette dame, en fait, elle m'a demandé de récupérer l'enfant de ma copine. Je lui ai dit pour le moment que je ne pouvais pas, vu que moi-même, je traverse une période un peu difficile. J'ai moi-même une petite fille. Et si je ne la prends pas avec moi, c'est parce que justement, je n'ai pas vraiment la possibilité d'assumer mes responsabilités pleines en tant que père. Donc c'est pour ça que je préfère la laisser avec sa mère. Et puis bon, de temps en temps, je vais la voir, ce que je peux faire, je le fais. Puis bon, voilà. Mais on m'a assuré, enfin, ils m'ont dit que non, on ne te demande pas de prendre la petite pour longtemps. On te demande juste de la prendre, ça c'est la grande sœur de ma copine qui parle, qui disait que bon, on te demande juste de prendre la petite pendant ne serait-ce qu'une semaine ou deux, le temps que moi-même je prenne ma maison, et puis je la récupère. Mais ce qui devait faire 2 semaines, c'est étalé sur environ 8 mois. La petite est restée chez moi pendant 8 mois. Et il y a des situations que je craignais, justement, qui se sont produites. Parce qu'il y a des moments, par exemple, où la petite tombe malade, et il faut bien l'amener à l'hôpital. Il y a eu, par exemple, un cas comme ça, où le matin, quand on s'est réveillé, la petite était vraiment mal en point. Et c'était justement le jour où j'avais appelé le propriétaire de la maison pour venir prendre son argent du loyer. Et puis, bon, ce matin-là, vu que la petite ne se portait pas bien, j'ai dû prendre l'argent du loyer pour m'occuper de la petite, pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital et tout ça. Donc, c'est justement ce genre de cas-là que je voulais éviter et ça s'est produit. Donc, je pense qu'après ça, les gens ont, enfin, dans son entourage direct à elle, ils ont perçu ça un peu comme un refus de ma part d'accepter la petite chez moi. Donc, ils ont commencé à dire à ma copine à l'époque que non, que si ton mari ne veut pas de ton enfant chez lui, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et donc, elle aussi, elle a avalé ça, elle a ingurgité ça, elle a assimilé ça. Et puis, bon, je pense que c'est ça qui a véritablement commencé à jouer sur notre relation. Donc, ça a commencé à aller très mal, très mal, très mal. On se disputait très souvent, on s'engueulait très souvent. Et puis, bon, un jour, je me suis dit que ça ne pouvait plus durer comme ça. Quand ça ne va pas dans une relation, il faut assumer ses décisions. Donc je lui ai demandé de partir. Je lui ai demandé de partir avec un cœur serré. Le cœur très, 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 très serré. Je lui ai demandé de partir et elle est partie. La copine en question, vous viviez avec elle? Oui, on sur vivait le même ensemble. toit. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez une fille également. Oui. La fille vivait où? La vôtre? La fille vivait dans la famille de sa maman. Ok. Oui. Alors, est-ce que, je veux dire, pour quelqu'un qui a déjà eu une première relation, ça ne s'est pas bien passé, ainsi de suite et tout, c'était quoi vos objectifs à chaque fois que vous décidez de vous mettre en relation avec une femme? Parce qu'à la base, vous saviez qu'elle avait un enfant. Oui. Donc, je me dis, quand tu... Je ne suis pas en train de vous juger, hein, moi je me dis naturellement, quand tu sors avec une fille, quand tu dragues même une fille, et que tu sais que cette dernière a déjà un enfant, je me dis, à long terme, il y a un projet. Est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas que je prends la fille, je prends également tout ce qu'il y a oui, tout à fait, avec tout à cette fait. fille-là? Donc après, tout à fait. Oui, normalement, quand tu te mets en couple avec une personne, je pense qu'à la base, c'est avec l'ambition d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais c'était quoi votre ambition avec ça? Mon ambition, c'était justement d'arriver au top niveau d'une relation amoureuse, c'est-à-dire le mariage. Le mariage. Est-ce que vous présentiez ces On avait ça, à vos parents? On avait ça, oui, on avait ça en projet, on en parlait. On se disait que bon, tout est dans la main de Dieu. Okay, on confie tout à Dieu. Si jamais ça va, on arrivera au mariage. Si ça ne va pas, bon voilà. Votre question? Oui, je voulais savoir, vous n'avez pas confié, je voulais dans votre projet de mariage et tout, vous n'avez pas confié les enfants? Parce qu'on est en Afrique. Généralement, pour avoir le cœur d'une femme, il faut passer par l'enfant. Donc quand les enfants sont à l'écart, à un moment, est-ce que... Non, en fait, c'est pas que j'ai voulu mettre les enfants à l'écart. J'ai pas voulu les mettre à l'écart. Parce que le projet qu'on avait... Il y avait un problème de moyens financiers. Le moyen financier. Et mais pourquoi? Quand on n'a pas les moyens, quand même, on ne cherche pas une fille qui a déjà un enfant. Le projet qu'on avait, elle et moi, justement, c'était que de patienter, de confier la relation à Dieu, de permettre à ce que les choses s'améliorent. Et puis, une fois que ça ira un peu, et chez moi et chez elle aussi, alors on prendra une maison un peu plus grande, et puis chacun prendra son enfant, et puis on vivra tous ensemble. Voici le projet qui était là. D'accord. Monsieur Coco Joyce, est-ce que vous présentiez vos différents partenaires, ou vous avez présenté vos différents partenaires, vos parents, pour montrer le côté sérieux de votre engagement? Oui, je les ai présentés. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ces ruptures?
Bien sûr qu'ils ont regretté ça. Ils ont regretté, puisque j'avais montré un certain engagement. J'avais montré un certain engagement, un certain attachement à ces dames, à ces femmes. Et donc, tout le monde dans la famille, certainement, voulait me voir aboutir à une relation sérieuse, n'est-ce pas, au mariage. Mais bon, comme ça n'a pas marché, bon, je me dis que ça les a un peu touchés, quoi. Si vous souvenez, votre mère vous a dit un jour, si vos relations ne marchent pas, c'est peut-être parce que le problème est à votre niveau. Oui, elle m'a dit un jour que ben, toi, si tu n'arrives pas à passer beaucoup de temps à durer dans une relation avec une femme, c'est que toi-même, tu dois être un peu trop compliqué. Oui, elle m'a dit ça. Alors, elle m'a dit ça. Quand on entend ça, on fait... Oui, moi, quand elle m'a dit ça, déjà, je m'étais remis moi-même en cause. Mais quand elle m'a dit ça, ça a renforcé ça. En fait, je me suis remis encore plus en cause. Et je me suis dit peut-être qu'effectivement, peut-être que moi, je ne vois pas ça, mais peut-être que les autres le voient. Donc peut-être qu'effectivement, c'est moi qui pose le problème. Peut-être qu'effectivement, c'est moi qui suis trop exigeant, peut-être. Et donc, bon, voilà, c'est pour ça que mes relations ne durent pas. Nous avons une copie ici, celle de votre deuxième ouvrage qui s'intitule 30 ans de soleil. C'est un roman qui est basé sur votre imaginaire. Oui. Voilà, vous nous racontez une histoire d'amour qui reste solaire, colorée, charmante pendant 30 ans sans aucun ombrage. Oui. C'est bien ça? Oui. 30 ans de soleil, oui, c'est un roman qui raconte une histoire d'amour, une histoire qui se déroule pendant exactement 30 ans. Et donc, je me dis quoi? Je me dis, quand on est dans le domaine, quand on rentre dans le domaine de l'imaginaire, parce que je précise qu'en fait, ce livre, statistiquement parlant, je dirais que il y a peut-être 90% d'imaginaire et 10% de vécu, donc expérience personnelle. Et donc, je me dis quoi, que dès l'instant où on rentre dans le domaine de l'imaginaire, je pense que tous les coups sont permis. On a tendance souvent à dire que dans l'amour, dans un couple, il y a des hauts et il y a des bas. En rentrant dans l'imaginaire, alors moi, je me suis permis de penser, par exemple, à une relation amoureuse avec seulement des hauts, sans des bas. Donc, pendant 30 ans, effectivement, pendant 30 ans, c'est une histoire qui raconte un amour entre deux personnes. Et pendant ces 30 années-là, le soleil n'a fait que briller sur leur relation. Est-ce que ce n'est pas votre rêve, finalement, que vous mettez, vous consignez dans cet ouvrage? Oui, je pense que oui, c'est mon rêve. C'est peut-être le rêve de n'importe qui. Vous dites, je rêve d'avoir une relation sans ombrage et donc vous mettez vos aspirations à l'intérieur. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Je pense que tout le monde aspire à ça. Quand on se met en couple avec quelqu'un ou bien quand on commence une relation amoureuse, je pense que le souhait de tout le monde, ce serait d'avoir une relation sans ombrage. Même si on dit parfois que c'est les ombrages, justement, qui donnent un peu de piment à la relation. J'avais envie de vous demander si le mariage est une priorité pour vous, parce que vous en êtes jusqu'à ce jour pas encore marié. Non, je ne suis pas encore marié et c'est une priorité pour moi. Mais si je ne le suis pas encore, c'est sûrement parce que je n'ai pas encore reçu cette grâce de la part de Dieu. Et donc, j'aime bien parler de Dieu parce que je le mets au centre de ma vie. Et donc, c'est peut-être la solution définitive après tout ça. Oui, c'est ça. Il faut avoir la foi. Moi, je dis, voilà, quand vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ici, non, mais attends, pourquoi vous dites que quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes, mais pourquoi le monde n'est pas toujours mal et Yakuba n'a pas réussi à déplacer? Parce mais c'est une image. Non. Ah, ça. Voilà, je ne sais pas. Parce que Djaba noir, dès que Baba noir, de Djaba, nous montagne noire, ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est le plus important, ce qui retient mon attention, c'est la RTI. Vous savez, c'est pas sur toute la télévision qu'on peut avoir ce genre d'acte-là. Ça dit, ce genre, ça peut faire, c'est la RTI, voilà. C'est la chaîne, on dit c'est la chaîne qui rassemble. Prenez vos points. Non, là, et puis, quand c'est comme ça, là, il faut que le technicien, même le cadreur, celui qui filmait la messe, il faut qu'il ait la foi. Si c'est le diable qui filme, vous n'allez pas vous réveiller. Il faut que, non, sérieux, il faut que, ça dit la... Mais c'est ça, tout cela est la foi. Et la RTI, c'est la chaîne qui rassemble, ça vient justifier ce fait-là. Parce que le coma, c'est quoi? Vous êtes dans le coma, vous êtes couché au fait. Je fais le petit test, vous êtes dans le coma, tout est éparpillé, la main, les pieds ici, c'est le coma. Et la RTI vous rassemble, l'esprit, tout, et tout revient et vous retrouvez vous. C'est la chaîne qui rassemble au fait. Et en même temps, je veux dire que vous avez une vision, vous êtes comme une voyante. Parce que étant dans le coma, j'explique, c'est que certainement, avant de tomber dans le coma, vous avez dit, quand il aura la messe, mettez-moi devant la télévision. Moi, je dis toujours, je dis en direct, mes parents me regardent, le jour où vous sentez la galère à moi, envoyez-moi à la présidence au milieu, là, mettez toujours là.
Dans quel cocon familial vous avez grandi? Dans quel type de famille? Je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Voilà, chrétienne catholique. Et mon père était chantre avant d'être maître de chœur d'une chorale grégorienne. Et maman, bon, qui n'avait pas une si belle voix, quand même essayait quand même de fredonner quelque chose. Mais issue d'une famille chantre. Ceci explique donc cela, parce que je rappelle que vous faites du gospel et du tradi gospel. 20 ans de carrière, 7 albums. 5 ans côté gospel, 5 albums plutôt côté gospel et 2 côté tradi gospel. Ceci explique donc cela, ce sont les gènes de papa que vous avez récupérés. C'est ça, le côté du papa. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est un enfant, on grandit dans une famille chrétienne, on n'est pas forcément chrétien. Vous êtes d'accord? Tous les enfants qui grandissent dans les familles. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que les parents sont obligés de nous transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont. Mais on connaît les enfants, la famille est très chrétienne, mais l'enfant, il sèche un peu l'église et tout ça. Vous étiez assidu ou vous faisiez un peu comme ci, comme ça? J'avais vraiment une voix très grave. Partout, les gens se moquaient de moi. Parce que quand je sortais comme ça, le premier son, on dit « Monsieur ». Et là, j'étais vraiment vexée. Frustrée. Parce que j'étais une femme. Et pourquoi on m'appelait monsieur à travers cette voix? Et j'avais quand même juré d'être chantre de l'Éternel à cause de cette voix qui était mal vue, mal accueillie. Parce que c'est une voix d'homme, une voix grave. Souvent, quand les gens frappent à la porte, quand je réponds, oui, monsieur, c'est moi. J'ai dit non, c'est une dame. On dit non. La voix qui vient de répondre est une voix de femme. Voilà, d'homme. Donc, excusez-nous, quand je sors, les gens disent « Ah, c'est toi? Mais pourquoi tu as une si vilaine voix ?» Vraiment, ça m'avait beaucoup fatiguée à l'enfance. Ça ne doit pas trop vous fatiguer parce qu'une femme qui a une voix d'homme, c'est miraculeux. Avant, c'était un peu... C'est un talent aussi. Voilà, chanter à la basse, et tout le monde se tourne pour te regarder. Quelle femme qui chante à la basse? Et après, quand même oui, attendez. Une femme qui chante à la basse, c'est très grave. En général, c'est les hommes qui chantent à la basse. De la basse, je suis passée à la voix ténor. Les hommes me disent, ben, vraiment, tu es quitté la basse ici, tu es arrivé. J'ai tout fait pour me débrouiller du côté de alto. Et là, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné dans votre vie, vous allez vivre un moment très difficile. Compliqué. Donc vous allez tomber malade. Expliquez-nous comment est-ce que ça commence. Très malade, 3 ans avant de tomber malade. D'abord, c'était les menstrues que je ne voyais plus. D'accord. Et après, je suis tombée malade. Je disais comme ça, papa qui était radiologue à l'hôpital protestant de Dabou, a tout fait avec les médecins de l'hôpital. On n'a vraiment rien trouvé. Et mon père, qui croyait quand même en Dieu, tout le monde, on priait, mais on savait un peu qu'il y avait un côté mystique. Donc c'était un peu compliqué, papa ne savait plus où aller. Mais on a tout fait, on ne voit rien. Il disait comme ça, papa, je souffre. Toi-même, tu vois que je souffre. Et ça a duré combien de temps, cette souffrance? Vous l'avez vécu pendant combien de temps? Je ne peux pas trop déterminer. Voilà. D'accord. Mais comment ça se manifestait? Des douleurs? Des douleurs, je n'arrive pas à manger. Quand je mange, je rends, la fièvre, tout était compliqué sur moi. Et je maigrissais seulement. Donc maman, tout le monde, bon, l'hôpital ne pouvait pas. Si celui-même qui travaillait à l'hôpital envoyait sa fille à l'hôpital, ils n'ont pas pu. On dit aller du côté des praticiens. Là où on peut trouver, parce que nous, on ne voit pas. On a fait tous les examens, il n'y a rien. Mais moi, je souffrais intérieurement. Et comme ça, j'ai dit à papa, on ne sait jamais. Je sens que son temps est parti à petit feu. Je sens que son temps est parti à petit feu. Et j'aurais souhaité être à la basilique, à Yamoussoukro, pour voir le pape en train d'inaugurer aussi la basilique, chanter aussi avec tout le monde. Mais je sens que son temps est parti à petit feu, on ne sait jamais. Si ce jour arrivait, que je n'arrivais vraiment pas à assister à cette messe-là, il faudra quand même me mettre au salon, voilà, devant l'écran. Dieu va faire des merveilles, j'ai la foi. Je sais que quand le pape va finir de dire la messe et quand il va dire au revoir, quand il va donner la bénédiction papale, je sais que le miracle de Dieu va s'opérer. Franchement, ça vous est venu comment? Vous avez une petite voix qui vous a dit... C'est quoi? Je ne sais pas, mais j'avais tellement foi en mon Dieu. Je savais que j'avais quelque chose à faire encore dans la vie pour que je puisse m'arrêter là comme ça. Donc je disais à mon Dieu, je ne suis pas encore devenue chante de l'Éternel, s'il te plaît. Sors-moi de cette maladie et tu verras, papa, j'irai jusqu'au bout. D'accord. Mais d'où vous tirez cette force-là, en fait? Je vais dire, quelqu'un qui est malade, qui dit, je vais guérir. Parce que c'est vrai, on a la foi, mais souvent, il y a les réalités de la vie. Il peut y avoir un souci technique. La messe ne pouvait pas passer en direct. Je croyais en mon Dieu et j'ai vu depuis l'âge de 4 ans. Exactement ce qu'il a fait déjà pour vous. C'est des faits. Mais quand on dit à quelqu'un qu'on prend une hache pour fendre la tête de quelqu'un et puis la personne est encore en vie, si ce n'est pas Dieu qui a la main sur cet enfant,
On ne parlerait pas de Rachel Dadi aujourd'hui. Alors, ce que vous avez dit va se produire. Vous allez tomber dans le coma pendant un long moment quand même. Vous n'avez plus exactement à peu près combien de temps, mais pendant un long moment, vous êtes dans le coma. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la messe, le pape Jean-Paul II va donner la bénédiction, à la fin de la messe, et la chorale va commencer à chanter. Atlample kumeno, apoayo, atlample kumeno, apoayo, apoayo, kwenyo ya kwikubo, Jésus ya kwiso, niyo ya nigusa, kwenyo ya kwikubo, Jésus ya kwiso, niyo ya nigusa. Je vais éternuer. Non. Et maman va dire, c'est pas possible, papa est sorti. Où il est? Papa est sorti. Appelez papa, il vient d'éternuer. Non. Qui pouvait s'approcher de moi? Tout le monde avait peur. Parce que quelqu'un qui n'avait pas mangé, bu, le ventre était vraiment... Ça, c'est quand même incroyable. C'est vrai que vous êtes dans le coma. Papa qui vient et dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il ouvre comme ça mes yeux. Il dit, mon nom d'enfance, c'est Mama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on m'appelle la Mama du gospel. Absolument. La Mama du gospel. Oui, c'est mon nom d'enfance. Il dit, Maman, est-ce que tu me vois? Je voyais un peu flou. Est-ce que tu me vois? Je répondais tout juste comme ça. Et on m'envoie à l'hôpital pour mettre les sérums. Et vous avez je suis revenue à moi. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, je vis par la grâce et par la foi. Cette émission ne cessera jamais de nous surprendre. Au bout de 4 saisons, on pensait en avoir assez vu. Un appel à témoins pas comme les autres, une drôle de dame qui a enflammé le plateau de C'est Midi. Chère Muriel, présentez-vous s'il vous plaît. 52 ans! Je suis la préférée du bon Dieu, n'est-ce pas? Il m'a tout donné, donc je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais je suis paresseuse. J'ai un fils absolument magnifique. J'ai eu un mari, vraiment, beaucoup de femmes en rêvent. Et j'ai des parents fantastiques. J'ai un grand frère, mais c'est juste un monument. Après ça, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je suis quelqu'un qui fait absolument ce qu'elle veut. Que je suis tellement atypique. Je fais 1m85 à plat, vous allez forcément me remarquer. En plus, j'ai un beau teint noir. Je suis comme ça. C'est mon caractère, mon tempérament, ma personnalité depuis petite. Je suis un vrai dictateur. Je suis toujours imposé, hein. J'ai toujours été le chef. Je prends le pouvoir. Mais comment? Tu as vu comment on prend le pouvoir? C'est ça. Ah, je vois. Impressionnant. Une narcissique pour la cité qui s'assume. Je n'ai absolument pas envie d'aller à travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. On va pas se mentir, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi je ne travaille pas. Drôle, pleine de joie et d'optimisme. Vous êtes fabuleuse, difficile de résister à votre charme. N'est-ce pas le sage Cassie? Le sage. Le sage Cassie. Très à l'aise sur le plateau parce que j'ai en face de moi une personne formidable. Vous semblez avoir succombé. Même si c'est le cas, je préfère ne pas le dire. Je vous comprends, on a d'ailleurs tous succombé. Mais le cœur de Muriel est-il pris? Quant à savoir si je suis en couple, mais bien évidemment, est-ce qu'une grande dame adorable comme moi peut rester longtemps seule? Non. J'ai un homme extraordinaire actuellement dans ma vie. Et quand on dit, quand on a vécu une passion, ça ne se reproduit pas, c'est faux. La preuve, je revis une deuxième passion. Désolé le sage. Ne changez rien, restez comme vous êtes, on vous aime. Retenez la leçon. La vie est belle. Aquaba, il parle de quoi? Je ne devrais pas vous poser la question, hein, mais bon, je vous dis pour ceux qui veulent être intéressés. Allez, dites-moi. Alors, il parle d'une histoire d'amour contrarié à la base qui met en évidence en fait, les difficultés que peuvent rencontrer les couples éprouvés par la routine, par la lassitude, par aussi une vie familiale parfois qui éloigne, on va dire, les femmes, qui font des femmes des mères. Et la difficulté en fait aussi pour les femmes de répondre à quelque part les besoins des hommes, de les voir rester des femmes à part entière, toujours désirables, et en même temps des mamans prévenantes et impliquées, voilà, en fait avoir multicasquettes, multi-rôles. C'est vraiment ça, voilà. le rôle de la femme, il faut être des super-héros. Ouais, les femmes sont des super-héros. Mais justement, quand je vois Aquaba, moi ça me fait penser à la Côte d'Ivoire. Donc oui.
comment on arrive à Abidjan. Oui, la place, c'est que, en fait, bien sûr, s'il y a des couples contrariés, il y a parfois des maîtresses qui interviennent. Voilà, bien sûr, oui, enfin, bien sûr, non. non, ça arrive, il arrive que non, clairement, il faut le dire, ça arrive, oui. Ça arrive que parfois, on détourne le regard, enfin, son attention du couple parce que, justement, le couple va mal et il intervient le personnage de la maîtresse, justement, qui, elle, sait très bien qu'elle ne peut rien attendre de cet homme et de cette relation. Simplement, c'est difficile de s'en extraire. Il arrive toujours un moment où, ce que j'appelle le jour J, où on trouve la force de se détacher de tout ça et de passer à autre chose. Et ce qui permet à ce personnage, justement, de rompre le lien, c'est ce voyage vers Abidjan qui me permet, moi, d'intervenir dans le roman au niveau de ma vraie histoire, puisque j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 15 ans pour suivre le choix de ma maman, laissant ma famille ivoirienne ici et également mon papa, ce qui n'est pas rien. Donc il m'a été effectivement difficile de me reconstruire en France, mais voilà. En gros, ce bouquin vous permet, j'ai envie de dire, de faire une sorte de thérapie, justement, parce que lorsqu'on est issu d'un métissage, on vient de deux cultures complètement différentes. Et en général, on se dit, on a toujours cette question, mais vous venez d'où? Vous vous sentez plus française qu'ivoirienne? Mais finalement, vous êtes métisse. Et ça vous permet justement, dans ce bouquin-là, de retrouver vos origines, votre culture, et de découvrir que vous avez du sang bleu. De revendiquer cet état de métissage, oui. Chers affaires, on va parler de DJ Lewis, le concepteur de la chanson Grippe aviaire. On ne voyait plus un moment, je m'étais dit, mais il était certainement allé chercher une autre épidémie. Mais effectivement, il était piqué par le virus de l'amour. DJ Lewis a demandé la main de sa chérie, la mère de ses enfants. Et comme c'est DJ Lewis, on le connaît, il faut qu'il fasse tout en excès. Regardez ensemble comment ça s'est passé. Pour faire la demande, la demande de mariage à sa chérie, il nous a fait une introduction. Si Jebby est prêt, on va la regarder ensemble. Cette introduction. Was it yes or? Voilà, on les applaudit. On les applaudit avec beaucoup de bavardage. En tout cas, félicitations à eux. C'était intéressant et tout. Mais DJ Lewis, il a fait jusqu'à la fille même aller prendre la bague. Moi, je sais que quand les gens, on demande la main, là. En temps normal, c'est l'homme même qui, comme ça. Voilà, l'homme se met à genoux. Veux-tu m'épouser? Oui, bébé. Mais elle-même, elle a pris. Et puis, elle-même, elle a. En fait, elle dit que c'est quelqu'un qui n'est pas trop normal. Donc, il peut changer d'avis. On va aller avec Fally Ipupa. Fally Ipupa qui dit avoir été giflé par un fan lors d'un spectacle au Cameroun. Bon, avant de spéculer, on va regarder ensemble la vidéo. Il a fait même un post, voilà, vous lisez avec moi, il a fait un post, un homme m'a giflé quand je rentrais dans une salle au Cameroun. Voilà, si vous ne les traitez pas bien, vos stars américaines ou européennes n'auront pas envie de venir nous faire plaisir ici en Afrique. Parce que, donc, Fally Ipupa est fâché parce qu'il dit que le gars l'a giflé. Donc, on regarde ensemble la vidéo et on va décider ensemble s'il a giflé ou pas. Et s'il a vu la personne? Ah, en tout cas, il dit... Voilà. Si ton affairage est trop... Non, je ne m'amuse pas à mon travail. Donc, au ralenti, vous voyez, Fally est de dos et le gars le tape. Mais en même temps, Priscille, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Là, la caméra le filme de dos. On va au ralenti, voilà le gars en casquette et on voit Fally de dos. Il y avait quand même du monde aussi sur le côté, donc il y a peut-être quelqu'un qui a dû le gifler. C'est celui-là qu'on a attrapé. Sauf si la joue est déplacée. En tout cas, moi, en ma qualité de papato, quand je regarde la vidéo, je me dis que ce sont les fans. Voilà, Fally Ipupa, si tu vendais tomate au marché, les gens n'allaient pas aller là te taper. Tu es une star, donc tout ça, c'est l'Afrique, il ne faut pas te fâcher. Place publique, c'est tous les jours, hein, du lundi au vendredi à partir de 17h sur la fréquence jeune. Et Place publique a été plébiscité, meilleur prix d'émission radio d'humour le 27 avril dernier. Le prix est là. On va donc l'applaudir. Et
il y a eu le vote du public qui a compté pour 30% et le choix du jury pour 70%. Donc le prix est là, nous sommes venus donc le présenter officiellement à tout le peuple ivoirien. Place publique, c'est aussi des chroniqueurs qui sont bien sûr sur la place publique et au risque de me répéter, qui tous les jours décortiquent, analysent l'actualité internationale avec l'actualité nationale et internationale avec humour. On va donc commencer, galanterie oblige, par la seule femme du groupe, Clé Clé. Bonjour, comment vas-tu? Oh, ça va très bien. Je ne vais pas lancer mon cri de guerre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, mais je vais dire un peu. Clac, clac, le Kozouzoua et Koussete. La guape, le Regema, Agua. Merci beaucoup, Clé Clé. Alors, il fait partie des décideurs de ce pays. C'est une autorité, l'autorité Ibn Abbas Ouattara, alias le neveu du président de la République. Bonjour. Ah oui, mais il faut reconnaître que très phraseologiquement parlant, pour une bonne compréhension. Bizileyo, Samaoleyo. Allez, Bizileyo, Samaoleyo. Beyo, Bizileyo, Samao. Merci beaucoup. Il sera bientôt nommé député. On appelle le vénérable Akoto Premier, alias Agoulé. Bonjour. Guy Michel, merci. Je ne suis pas député, mais il serait nommé sénateur. Oui. Voilà, rectificatif. C'est le PDC qui a bâti ce pays. Et je m'avais vous dire que cette maison de la télévision a été construite en 62. Et le premier... Merci beaucoup. Représentant la jeunesse, Jojo la Salopette, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour à tout le monde. Oui, c'est bien Jojo la Salopette. Moi, je représente la jeunesse. Quand il dit la jeunesse, ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. Nous, c'est la JCD. La jeunesse consciente et dynamique. Point. Chez nous, c'est travail ou rien. Voilà, le comme ceux qui sont là. Okay. Voilà. Le Montagna Maëdga à tes côtés. Maëdga du FPI et de l'UDPCI. Oui, Maëdga représente l'UDPCI, le FPI. Je ne vais pas être trop long, on est beaucoup. Et donc, simplement, je vais dire, Dieu quoi, dans tout le bleu qui vaut. Monsieur le président de la société civile, bonjour. Adama Daïko, rapidement. Salut, je suis Adama Daïko, le représentant de la société civile civilisée panafricaine. Alors, vous savez, le sourd-muet n'aime pas le bruit. Et quand la maison brûle, les cafards ne disent pas au revoir. Guy Michel Ablé, nous avions remporté aussi le grand prix d'honneur à cette occasion. Et nous demandons à tous les maires, à toutes les mairies, que nous sommes disposés à aller vers eux parce que Place Publique, c'est aussi une émission spectacle. On écoute Yemi Alade, on aime bien son clip, ses prestations et tout, mais on a envie aujourd'hui de découvrir la maman de Yemi Alade. Alors, je vais vous présenter, voilà. Sur la photo, la maman de Yemi Alade, jolie femme à côté qui s'appelle maman Hélène Ouzoma, en rose, à droite. Donc, vous voyez la maman de Yemi Alade et son frère juste à côté. Bon, comme il n'est pas à l'honneur, je ne dis pas son nom. Et en deuxième position, on a Rihanna. Donc, la maman de Rihanna qui s'appelle Monica Fanti. Voilà. On peut applaudir les mamans quand même. Voilà. Les enfants sont stars, mais c'est les mamans qui travaillent. Elles sont dans l'ombre, on ne parle pas d'elles. Donc aujourd'hui, on va les découvrir. Donc on a Monica Fanti qui est la maman de Rihanna. On a Lupita Nyong'o, donc Dorothée Nyong'o qui est la maman de Lupita. Lupita Nyong'o, cette femme-là qui fait la fierté de notre continent, voilà, chez les Américains et partout dans le monde. On va aller chez la quatrième photo. Vous présentez Cecilia Savage, la maman de Tiwa. C'est qui chante Eminado, Eminado. Voilà. Voici la maman de Tiwa. Bon, après Tiwa, moi j'ai des complications. C'est Tiwa Savage. Bon, ça s'écrit Savage. Chacun dit combien de temps. Voilà. C'est bien Savage. Aidez-moi dans la prononciation. Tout à fait, c'est bien ça. Merci. Savage. Et on termine avec Chidima. Voilà, Chidima avec sa maman Martha Ekile. C'est mignon. Ça, c'est mon coup de cœur. Voilà. J'adore cette photo-là. Oui, et cette photo-là, c'est la photo... plus de complicité. N'est-ce pas, au niveau d'où? Allez-y. Non, la complicité, le contact... Vous me l'avez dit dans les coulisses. Il a dit qu'on sent la complicité au niveau des lèvres. Allez-y. Donc, on applaudit la maman de Chedima. Et je précise que cette photo-là a été faite pour la jaquette du single qu'elle a chanté pour sa maman. Donc, elle a fait une chanson pour sa maman. Et c'est cette photo-là que vous retrouvez sur la jaquette du single. Serge Eric, qui a remporté avec son équipe la coupe CEDEAO de la pâtisserie. C'était le 17 mai au Ghana. Un bel honneur pour la Côte d'Ivoire. Ils viennent partager avec nous cette grande émotion et surtout nous présenter le trophée justement. Un trophée qui régale la table ivoirienne. Maître Yépier, Serge Eric, bonjour, bienvenue à vous et à tous ceux qui vous accompagnent.
à cette compétition. Vous étiez en trio, donc j'ajoute qu'il y a chef Lobognon, Richard à vos côtés, et chef Alpha Diabaté, à qui nous envoyons toutes nos félicitations. Bienvenue, bravo encore une fois. Merci bien. Alors, quelles étaient, chef, les disciplines de cette compétition-là? Il y en avait 4. On devait faire la pièce artistique en chocolat, une pièce artistique en sucre, des entremets au chocolat, 3 et des desserts à l'assiette. Alors c'est une compétition qui vise à opposer à d'autres chefs venant d'autres pays africains. Combien au total? Nous étions 5 pays. Il y a eu le Ghana, pays coordinateur. Le Ghana, le Burkina, le Burkina, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Oh. Et c'est vous qui l'avez emporté? Bien sûr. Bah, vraiment bravo. Alors, venons maintenant aux travaux que vous avez effectués pour nous ramener ce précieux sésame. Quel était le charme, la particularité, l'originalité de vos compositions? Nous avons travaillé avec valoriser les produits que nous avons. Et puis, nous avons fait de très belles pièces artistiques qui ont vraiment soudoyé tout le monde. Et les entraînements aussi étaient très bons. Donc, nous avons eu la première place et nous sommes venus avec la petite. Vous parlez aussi de fruits, je sais pas, d'entremets, c'est ça? Les entremets. Les entremets au chocolat et les desserts à l'assiette. Desserts à l'assiette. Est-ce que vous avez donc présenté, je ramène ma question, du chocolat ivoirien, des fruits de chez nous dans vos compositions? Si, par exemple, dans le dessert à l'assiette, nous avons utilisé la papaye, la mangue, la passion et quand même des produits locaux comme les farines que nous valorisons depuis longtemps, la farine de maïs que nous avons travaillé avec. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui une pâtisserie ivoirienne? La pâtisserie déjà est française et puis anglaise, mais nous, à travers nos pays locaux, nos produits locaux, nous essayons d'adapter pour faire des pâtisseries ivoiriennes. Pour les gourmands comme nous, où est-ce qu'on peut aller se régaler sur ces compositions qui vous ont permis de nous ramener ce fabuleux trophée, je le rappelle, la coupe CEDEAO de la pâtisserie? Déjà, nous avons nos officines, ce ne sont pas de grandes, mais c'est des officines traditionnelles. Nous travaillons comme des artisans et sur commande, vous pouvez commander. Quel est l'appel à témoin qui vous a le plus marqué, Marie-Paul Adjé? Moi, c'était la dame en fait, qui devait se faire amputer, je pense, quelques jours avant. Et elle était toujours zen, tranquille. Elle pleurait pas, elle était forte, vaillante. Moi, ça m'a beaucoup marqué. D'accord, ok. Alors, monsieur, on va vous demander, votre avis. Bonjour, vous présentez. Bonjour. Moi, le témoignage qui m'a plus marqué sur ce plateau de ce midi. Pour cette saison. Pour cette saison, c'est le témoignage du jeune vendeur des beignets. Parce qu'il exerce un métier destiné aux femmes et il gagne sa vie à la sueur de son front. C'est aussi un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Il faut se battre pour gagner sa vie. Absolument. Merci beaucoup. Mais on a eu très rapidement, on a eu tellement de témoignages. La question vous a été posée, on a essayé de faire un petit sondage. Alors il y a 3 émissions qui sont revenues plusieurs fois. La première, c'est j'ai été escroquée par mon conjoint qui m'a abandonnée dans la maladie. Donc c'est la dame qui souffrait de fistule. Il y a aussi le thème égorgé par le frère de mon ami. Ma vie tient d'un miracle. Et ça donne froid au dos ce thème. C'était ça, le tout premier pour la reprise. Et le 3e sujet qui vous a vraiment touché, c'était je suis une femme de 52 ans atypique, narcissique et j'assume. Voilà. Donc, un numéro qui a fait le buzz. Qui a fait vraiment le buzz. Et je ne sais pas si on a encore du temps pour se revoir tout ça ou pas du tout. Temps, pas temps. Non.
le jour se lèvera. Il faut patienter, il faut patienter, oh. Il faut les chercher, la promesse finira par s'accomplir. Ah, ah, ah. Madame, faut Ah, m'aider. c'est petit. Pardon, faut Elle dit m'aider. c'est petit. C'est que toi. Madame, Pardon, vous aussi. Ça va aller, ça. Ça, c'est beaucoup. Donc, j'arrive. Hein, une femme comme ça. Elle n'est pas méchante. Elle Comment est tu méchante. peux dire qu'elle est méchante? Hein? Elle t'a donné, tu Elle est lui as méchante. demandé, elle t'a donné. Elle n'est pas Elle passe méchante. à la télé. Hein? Elle n'est pas méchante. Mais elle est méchante. Toi, ça, c'est pas. Tu ne peux pas m'aider. Mais c'est pas normal. Elle est une Mais elle a grande donné dame ce comme qu'elle ça. avait. Une C'est grande dame comme mais ça. elle Mais a je donné suis ce venue, qu'elle j'ai veut. plaidé. À cause de Dieu. Elle peut m'aider beaucoup. Elle peut t'aider beaucoup, mais Elle peut m'aider beaucoup. Papa Après est même là, tu méchant. peux prendre son numéro. Toi, tu n'as et pas puis on de va mari. faire tes soins. Tu n'as pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant. Madame, ne parle pas comme ça. Méchante femme, tu n'as pas d'enfant. Ne parle pas comme ça. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ça. Hein? Pardon. Pardon, m'aider. On se fâche pas. On se fâche pas. Arrête. On se fâche pas. Non, mais lui, il est en train de me stresser. Il dit que je suis en retard. Il a la dans la voiture. Il dit, OK, ma grande soeur n'a qu'à donner 500 francs. La dame me dit aussi que... Mais 500, c'est pas beaucoup. Oh, regarde comme je suis. Hé, papi, pourquoi tu me fais ça? Tidja, t'inquiète pas, Tidja. Tidja. Donc, c'est ce midi, on t'a piégé. Oh là là. Chers téléspectateurs, il ne faut jamais désespérer, il ne faut jamais baisser les bras. Gardez espoir, quoi qu'il arrive. Tant que vous n'avez pas encore rendu votre dernier souffle, tout est encore possible. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Rendez-vous demain, ça sera phénoménal. Merci beaucoup. Rendez-vous demain, je vous rappelle. Bon appétit et surtout restez sur RTI 1. Au revoir.